qui fait partie des céréales qui intervenaient lors de l'esclavage pour nourrir les esclaves qui avaient moins de 60 ans. C'était ce produit-là, mélangé avec l'huile de palme. L'huile de palme, c'est les graines du palmier à huile qui poussent le plus souvent dans la zone sud, en Casamance, parce qu'on a 4 palmacées au Sénégal. Le cocos nucifera, qui est le palmier cocotier qui pousse dans la zone côtière et qui est une espèce halophile qui résiste au sel. Il y a le gâtier qui pousse dans le désert, vers la Mauritanie. Il y a le palmier rogné qui pousse à l'intérieur du pays. Et en fait, voilà, ce sont ces 4 palmiers qu'on a. Mais le palmier à huile, il donne l'huile de palme et le vin de palme. Mais puisque cet endroit-là est fréquenté par une forte majorité musulmane, eux, ils ne font pas le vin de palme. Donc, ils font juste l'huile de palme. Voilà, c'est ce qui donne naissance aux fameux plats, les soupes au gombo qu'on appelle, et autres plats qui sont de cette zone. Les accessoires de la cuisine, de la gastronomie sénégalaise. Ça, c'est de la poudre de gombo. Le gombo, c'est ce qu'on appelle en anglais okra, kanja. Voilà. Là, c'est des courgettes, les graines de courgettes. Là, vous avez du fognon. Je sais pas du fognon là, parce que plus vous allez vers le sud, la nourriture change. Ça, c'est du couscous. Voilà. Ça, c'est les graines de hibiscus. Hibiscus sebdarifa, qui est la famille des ramenacées. Ça, ce sont les feuilles, la fleur, qui peut faire du jus et qui est un antioxydant et qui peut en même temps jouer le rôle du vinaigre dans la cuisson. Voilà. Les feuilles de l'autre côté, c'est le Moringa oleifera, never die, qui ont aussi des vertus également, hyper médicinales. Là, vous avez du mil, voilà, mais sous une autre forme. Là, c'est le couscous, mais ça, c'est pour faire de la bouillie. De la bouillie peut-être salée avec du lait ou bien de la pâte d'arachide. Donc, on utilise dans le couscous pour faciliter la digestion de ce dernier, parce que le couscous est un peu acide. Donc, après avoir consommé, s'il n'y a pas d'émollient, ça peut te créer des problèmes gastriques. C'est pourquoi on l'utilise, on met là-dessus. Et il est très riche en fer. C'est très très riche en fer. Voilà. Quant aux fruits, c'est pour conserver. L'homme était exclu de la conservation. C'est-à-dire qu'on ne devait rien prendre des aires protégées. Alors les gens nous disent que ce n'est pas possible. Parce que les populations ont des parcs. Si aujourd'hui nous avons le parc, c'est qu'il a été conservé quelque part par les populations locales. Parce que le parc a été créé en 1954. Et jusqu'à présent, le parc il est là. On l'a reçu des populations avant 1954. Donc ça veut dire qu'il y a des populations qui ont eu aussi à contribuer à la conservation de ce parc. Donc pourquoi conserver sans les populations, sans les retombées? Une conservation sans les retombées pour les populations n'est pas conservation. Donc il faut prendre en compte les populations dans la gestion des retombées. Également, qu'ils puissent bénéficier des retombées de la conservation. C'est en ce sens-là que vous pouvez conserver le parc. Nous ne sommes pas très nombreux. On ne peut pas mettre dans chaque mètre carré de la chaîne. Ce n'est pas possible. La petite population peut dégrader le développement, on n'y pourra absolument rien. Donc, dans ce sens-là, il faut les impliquer dans la gestion, les emmener à récolter les fruits de la conservation. En quoi? Dans le parc, il y a des sites hôteliers qui sont autorisés et qui emploient la main-d'œuvre locale. Vous verrez les éditeurs dans le parc. Il y a des guides qui sont issus des villages périphériques du parc et qui guident les troupes du parc. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup ce qu'ils gagnent, mais au moins ils parviennent à récolter quelque chose de la conservation du parc national. Les zones de chasse qui ceinturent le parc, mais sont là parce que le parc est là. Donc ces zones aussi engagent des travailleurs, la main-d'œuvre locale. Donc ils reçoivent indirectement les retombées de la conservation du développement. Et même les hôtels qui sont autour de Kampakoda, de Kébou, de Kolda. Mais c'est à cause du fait que beaucoup d'hôtels sont là, ont été mis en place. Donc ces hôtels créent des emplois pour les jeunes surtout. Donc ça permet de pousser les jeunes dans les hôtels au lieu d'aller prendre la mer avec des risques de connaissance. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup d'emplois, mais c'est mieux que rien.
renti ko kala ko woni arde kanko homo yiya kala ko woni arde Il voit tout ce qui va venir. ɓayri ko kanko watta ɗum kadi Donc c'est lui qui fait tout. kanko Allah woni ko fewnata fof kadi C'est lui qui moƴƴinta 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 crée tout. eyyi C'est lui qui a tout créé, oui. non non moƴƴi fewnata eyyi C'est lui qui fait bien les kanko Allah ko saare takarre Takar. saare ɓoynde Salimata, c'est un village très ancien. mais noon basari ɓe wonno e wuro Mais kon Sare Bastari. waɗi noon julɓe ɓen ari Ensuite, les musulmans sont venus. ma fulɓe ɓen ari Et les Peuls sont venus. Ils sont habités ici. Ce qui a fait cohabitation. Là. Par la suite, ils ont cohabité ensemble. Auparavant, ils n'habitaient pas ensemble. Mais actuellement, vous allez voir ici une maison des Peuls, une maison Bassari. Maintenant, ils cohabitent ensemble dans la paix et dans la joie aussi. Ok. Vous allez trouver un Bassari et un Peul ensemble sous un hangar et ils discutent sans souci. Sans problème aussi. Okay. Et chacun a sa propre religion. Sans problème. Ils vivent ensemble dans le calme. Ensuite, le père du chef de village, Abdoulaye Souare. Premier chef de village après canton Salemata. Après chef de canton Salemata, c'est le père du chef de village, Sadou Souare, qui est le premier chef de village de Salemata. Oui. Canton. Ok, après les cantons. Après le canton. Ok, oui. Il a donné après lui, c'est son fils qui l'a succédé. Lui, il est chef de village depuis plus de 30 ans. Et actuellement, on a érigé Salimata en commune, il est le chef de quartier. Leur mosquée a été fondée en 1945. Imam, c'est Mamadou Julde Sall. École wongol ɗongol ngol yiɗon ɗongol ngol unitirangol waɗa 1959 école Salemata Mamadou Julde Sall. École Salemata Mamadou Julde Sall a été créée en 1945 59 ok. Avant ɗum waɗi école ji. Auparavant il y avait des écoles. ɓeɗo ko ɗo jangi. Eux ils ont appris ici. Primaire ko ɗo ɓe jangi. Primaire oui Barak. E Barak. Barak oui. Ecolo. C'est à 7 km de Salemata. Salemata. Ok. E Barak Ecolo. Barak Ecolo. Salemata. Salemata ok. Non ko non école mahangol ha waɗi ɗuma. Ko oɗo ko en 1950. Mais le plus grand école de Salemata c'est l'école Mamadou Julde Sall. Mamadou Julde Sall créée en 1959. Ko woni premier janɗo ko monsieur Fili Sadiakou Sikki. Ok. Fili Sadiakou de Sall. Woni premier janginde ɗo. Kanko wonno janginde ɗo. Inde nde? Fili Sadiakou. Fili Sadiakou, c'était le premier enseignant à l'école Salemata. Il est de Kédougou. Il a vécu ici plusieurs années. 14 ans. Il a fait ici 14 ans. Le premier enseignant de Salemata, il est de Kédougou, il s'appelle Fili Sadiakou. Fili Sadiakou, oui. Ok, jusqu'à présent, il a à peu près 90 et plus. Il vit et il est à Kédougou. Ok. Religion islam, chrétien, protestant et autres choses. Il y a plusieurs types de religions, musulmans, chrétiens, protestants, mais malgré tout, il n'y a aucune divergence entre eux. Ils disent que la manière dont les Sénégalais vivent, ils vivent pareillement. Tout est pareil. Le Sénégal a un problème ethnie. Ils disent au Sénégal, il n'y a pas de problème d'ethnie. C'est pareil ici. Il n'y a pas de problème de religion. Dieu a fait aussi que ça existe partout dans le pays. Si vous partez à Echolo, vous allez trouver la même situation. Vous allez voir les chrétiens et les musulmans en train de discuter sans souci. Il n'y a aucun problème. Ils vous bénissent aussi, ils vous souhaitent le meilleur.
Que Dieu vous aide à atteindre le niveau que vous voulez en fonction de vos études. Que Dieu bénisse ces études et que ça vous serve. Voilà, merci de recevoir la délégation de l'université. Ok. Oui, on dirait aussi des délégation université Gardodo. L'université, donc, par ma voix, vous remercie de nous avoir accueillis. On a vu qu'il y a une délégation qui nous attendait et nous en sommes très honorés. Nous vous remercions beaucoup. Ok. Oui, école to min gummito e dow inde makko e be jarno modon be jii teddugal ngal be jii kadi jabbungal do henno do. Voilà, et que le bon Dieu accepte toutes nos prières. Merci beaucoup et nous allons revenir avec d'autres générations. Merci beaucoup pour l'accueil. Pour vous dire que Etiolo, c'est le plus gros village Bassari au Sénégal. Ok. Donc, nous, Bassari, nous sommes animistes. Ok. C'est que maintenant qu'il y a des catholiques, on essaie de rentrer dans les religions. Nous, notre préférence, c'est le Mali, à l'est. On a été découvert par notre grand chef, Thierno Alpha Diallo. C'est lui qui a voulu convaincre tous les Bassaris en religion musulmane. Et que pendant que les Bassaris vivaient de collecte et de chasse, ils n'étaient pas armés. Ils ne pouvaient rien faire contre un ennemi qui est déjà armé. Vous voyez? Alors qu'ils ont pris la fuite en direction vers l'ouest. C'est ainsi qu'ils ont passé par cette bande. Et aujourd'hui, on voit des Bassaris en Guinée et au Sénégal. Tandis qu'avant, c'était la même bande, il n'y avait pas de frontière. Donc, dès que la Guinée a eu son indépendance en 1958 et que le Sénégal en 1960, qu'il y a eu la frontière. Et c'est ainsi maintenant, les Bassaris sont allés s'installer au milieu du parc. Aujourd'hui, on dit du parc. Que le gouvernement a dégrépé ce village et les a placés à Mako, à cause du parc. Vous voyez? Donc, jusqu'à présent, maintenant, les Peuls avaient monté un très grand mur qui est à 4-5 km d'ici, qui s'appelle Côté. Et ce mur, à côté de ce mur-là, il y a un petit mur rectangulaire. C'est là où se trouvait le grand patron Alpha Diallo et ses bonhommes. Dans le grand mur, les Peuls et les Bassaris capturés par les Peuls. Parce qu'ils cherchaient beaucoup plus, ils prenaient beaucoup plus les gros jeunes hommes en cas de déplacement, transport de bagages. Et les jeunes filles. Les jeunes filles, je ne sais pas pourquoi ils les prenaient. Bon, je ne sais pas. Ou pour la cuisine, ou je ne sais pas. Eux qui savent. Ok. Donc, les Bassaris, pendant vivaient dans des grottes. Et il y a une grotte aujourd'hui qui est devenue une grotte d'initiation. Or qu'avant, c'était une habitation de Bassaris lors de la guerre. C'était vers 1856. Ok. Alors maintenant, ces Bassaris-là, étant dans la grotte, il fallait qu'ils mangent. Il faut qu'ils trouvent de l'eau, qu'ils mangent, tout ça. Comment faisaient-ils pour aller chercher à manger? Les fruits, ou parce qu'ils vivaient de collecte et de chasse. Donc les jeunes portaient des feuilles d'oronnier au niveau de leur corps, c'était comme repère.
Bon, alors, des feuilles d'oreiller, quand quelqu'un voit là-bas un jeune homme avec des feuilles d'oreiller, il savait que c'était un Bassari, il ne l'attaquait pas. Mais quand il voyait, par exemple, la torse nu, c'est un ennemi, il le cadavérait. Et il parvenait à avoir les armes par des peuls tués par eux-mêmes. Dès qu'ils tuaient un peul, ils prenaient soit l'épée, soit le fusil, soit la lance. Vous voyez. Alors c'est ainsi que maintenant, travailler, cette époque-là, c'était une époque... vous voyez. Alors, ils sont allés jusqu'à... Même jusqu'à un pays Konyagi. Vous voyez. Alors, lorsque la guerre maintenant a pris glace, c'est-à-dire qu'a pris fin, beaucoup voulaient repartir vers leur pays natal. Ainsi maintenant, vous savez, dans la zone là on voit que ce que nous appelons montagne ici, c'est celle-là, puis celle que nous voyons au fond là-bas. Dans celle-là, il y a une grotte. Donc, cette grotte s'appelle Anklikak. Donc, le nom d'Anklikak vient d'Alik, qui veut dire habiter. Ils habitaient dans cette grotte. Et lorsqu'ils sont multipliés dans la grotte, ils ont quitté la grotte pour monter des huttes à côté de la porte de la grotte. Donc la hutte, en Bassari, au singulier, on appelle ça aner. Au pluriel, on appelle... Et c'est ainsi que tous les Bassaris de la Guinée appellent ceux du Sénégal Bané. Des huttes, c'est Bané, avec la liaison, on dit Bané. Vous voyez. Alors, comme nous tous Bassari, nous avons que 7 noms, 7 prénoms. Et nous ne prenons jamais le nom du père. Nous, on prend toujours le nom de maman. Vous voyez. Alors, beaucoup s'étonnent pourquoi tous les noms Bassari commencent par B. Ce n'est pas grave, c'est pas difficile. C'est parce que, au singulier, tout commence par A. Au pluriel, tout commence par B. 7 noms, 7 prénoms, pas plus. Pas mal, oui, c'est pas mal. Ok. Maintenant, lorsqu'ils ont quitté les huttes là, si un Benja va s'installer là-bas, donc il est entouré par d'autres, cela veut dire que un Bonang s'installe là-bas, ici, ainsi de suite, le Bouban de l'autre côté. Ce qui veut dire que tous les villages Bassari du Sénégal, la chefferie, c'est en nom du fondateur. Si c'était un Benja qui avait été installé là-bas, donc la chefferie jusqu'aujourd'hui, c'est au niveau des Benja. On est chef de village à vie. À condition que le chef de village fasse des choses comme pour Karaba, on le vire. Donc les Benja vont s'installer, une réunion, savoir qui vont-ils prendre comme chef de village parce que l'autre là, il est un peu Karaba. On le vire, on désigne un. Quand tu es désigné, tu es désigné. Lui, il est chef du village aujourd'hui. De tout Etcholo. Qui l'a désigné? C'est moi, Balingo. Parce que c'est moi qui devais prendre la relève comme chef du village d'Etcholo. Et comme moi, je bouge beaucoup, j'ai dit non, niet. Il est chef du village, il n'ose pas refuser, il est là. Vous voyez? C'était lors d'une fête, une grande réunion à la montagne. C'est là-bas où je l'ai nommé comme chef du village. Et ça fait des années qu'il a fait le chef du village. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu quelque chose de Karaba. Donc il continue à être chef du village. Ouais. Voilà les descendre la montagne. Bon, si vous faites passer ici une par une, ce serait bien, comme ça, parce que... Ou bien commencer par là. Oui. Oui. Ok. Maintenant, ils descendent de la montagne. Le lieu de combat, c'est hors de la place du village. C'est plus bas. Et là-bas, il n'y a que les hommes. Pas de femmes, pas d'appareil photo. Les hommes. Ok. Et dès qu'on arrive là-bas, lui, il prend un ou deux vieux.
le chef des masques qui porte le masque en bois prend un ou deux masques. Ils avancent au milieu du cercle. Et lui, il salue le chef des masques. Le chef des masques, il répond, il lui demande, est-ce que vous avez passé une très bonne nuit à la montagne? Oui. Lui aussi repose la même question à lui. Non, au chef du village. Le chef du village dit oui. Il dit, il n'y a pas de malade à la place du village. Non. Après, c'est en ce moment que lui, il dit, aujourd'hui, dis à tes masques, donnez jamais la tête du garçon par vos bâtons là. Et vous, garçons, ne coupez jamais la tête du masque par vos machettes en bois. C'est lui qui parle ça. Du coup, le reste, je vous ai autorisé. Tapez n'importe où. Bon. On dit, c'est à ce moment qu'on dit, on va voir le masque faire le combat avec le garçon du tel vieux. Pendant que le chef des masques avait déjà fait le partage la nuit du samedi à la montagne. Premier tour du garçon de toi, c'est toi. Deuxième tour, c'est toi. De ce fait, chaque masque descend tout en sachant qu'il a affaire avec l'enfant de tel vieux. Le chef des masques la cherche au masque têtu. Fort, méchant. Et voilà. Voilà ici le masque. Parce qu'on a dit, on va le masque qui va faire le combat avec le garçon qui attaque. Oui, ça c'était le surplus du chef. Voilà. C'est une ethnie que vous venez de rencontrer juste dans la région de Kédougou au Sénégal. Notre origine, c'est du Mali. Juste à la sortie du village, on a un très gros baobab sacré qui fait 23,30 mètres de circonférence. Avant que ce baobab pousse, il y avait une tombe de la famille Camara qui était décédée. Ils l'ont enterré 5 ans après le baobab, poussé à côté de la tombe. Et en face de ma maison encore, il y avait un arbre sacré, mais malgré l'arbre a disparu. Pourquoi c'était sacré? Les femmes du village et les enfants âgés de 5-6 ans, c'est là qu'ils venaient jouer sous l'ombre et les femmes pilaient les céréales. Au retour, les enfants retournaient à leur maison, les yeux enflés, le ventre ballonné. Or, le diable ne voulait pas voir un enfant sous l'ombre. Grâce à une grande cérémonie qu'on a fait tout autour du tronc, et là qu'on a senti le diable, il s'est retiré. Et voilà, ici dans le village, on est 4 familles. Keita, Kamara, Samoura et Sadjakou. La population est de 618 habitants. Les Keita sont les chefs du village. Les Kamara et les Samoura qui organisent les fêtes. Et les Sadjakou sont chargés du maintien des coutumes. Voilà, bon, moi j'étais un enseignant du village, comme c'est en 1953 que la religion chrétienne est arrivée ici par les missionnaires français. J'ai fait mes études à Kédougou. Et mon papa n'a pas voulu me laisser à l'école, il m'a ramené près de lui, comme j'étais le seul dans la famille. Et comme j'avais l'intérêt de l'école, aussitôt j'ai créé une école catéchistique pour apprendre aux enfants à connaître Dieu et un peu parler français. Et j'ai fait 19 ans d'enseignement. Voilà, comme j'étais beaucoup chargé de responsabilités, que je me suis dit que là, je vais former un autre jeune qui a pris ma relève. Et là, je me présentais directeur, pharmacien, catéchiste, conseiller et représentant du chef du village. Là, nous vivons de l'agriculture et un peu de l'élevage. Il y a 6 villages qui se trouvent juste dans la région de Kédougou au Sénégal. Mais ici, Iwol est la capitale. Et voilà, de ne pas aller trop loin encore, bon, comme il y a la nuit qui tombe, vraiment, je suis très fier de vous voir passer aujourd'hui dans mon village et je souhaiterais que Dieu vous ramène en bonne santé, en bon état.